Bonjour, j'entame une série de vidéos consacrées à des exercices sur le tenseur de contraintes. Compte tenu de la multitude des aspects du tenseur de contraintes, tels que les contraintes principales, direction principale, vecteur contrainte, équation d'équilibre, décomposition du tenseur de contraintes, cette série se réalise en plusieurs épisodes. Cette séance vidéo constitue le premier épisode. Pour chaque vidéo, et avant de donner l'énoncé des exercices et leur résolution, je présente au préalable l'objectif ou les objectifs à atteindre pour les apprenants. Pour ce premier épisode, le but recherché est d'apprendre à calculer le vecteur contrainte et ses deux composantes normales et tangentielles, à déterminer la matrice de changement de base et aussi à calculer les invariants du tenseur de contrainte. Cette séance vidéo comporte deux exercices. Tout d'abord, avant de donner l'énoncé de l'exercice, je vous suggère de prendre connaissance de l'énoncé de l'exercice, de faire une pause de cette vidéo afin de résoudre l'exercice, ensuite de reprendre la vidéo pour visualiser les solutions. Exercice 1. Les composantes du tenseur de contrainte sigma au point P sont données par la matrice qui est affichée. Les valeurs sont données en mégapascal. Première question. Calculez les trois invariants I1, I2, I3 du tenseur de contrainte sigma P. Deuxième question. Déterminez au point P le vecteur contrainte T au point P relatif à la normale N1, agissant sur un plan passant par le point P, dont le vecteur normal N1 est tel que N1 égale 1 septième 2 E1 plus 3 E2 plus 6 E3. E1, E2, E3 sont les vecteurs de la base. En déduire les composantes normales sigma n et tangentielles tau du vecteur contrainte T. Faites une représentation schématique montrant le vecteur contrainte T et ses deux composantes sigma n et tau. Troisième question. Calculez le vecteur contrainte tangentielle tau au point P relative à la normale N1. En déduire de nouveau la norme de ce vecteur et comparer cette valeur avec le résultat obtenu précédemment en question 2. Quatrième question. Soit un plan passant par 3 points. Un plan qui passe par 3 points A, B et C. Et on considère une base ou un repère X1, X2, X3 ou E1, E2, E3. Déterminer le vecteur contrainte T au point P relativement à la normale N, agissant sur le plan passant par le point P et parallèle au plan formé par les 3 points. C'est-à-dire c'est un point, on considère un plan qui passe par 3 points. On va prendre un autre plan qui est perpendiculaire, plutôt qui est parallèle à ce plan et qui passe par le point P, P étant l'origine de la base. Solution de l'exercice. Et on commence par la première question, relative au calcul des trois invariants I1, I2, I3 du tenseur de contrainte sigma. Le premier invariant
c'est la trace de sigma. La trace, elle est donnée par la somme des coefficients de la diagonale, c'est-à-dire 21 plus 0 moins 21 égale à 0 mégapascal. Remarquez, I1 est exprimé en mégapascal. Le deuxième invariant, c'est I2. Il est donné par la somme de trois mineurs, M11, M22 et M33. M11 est le mineur relatif au coefficient sigma 11, c'est-à-dire 21. M22, il est relatif à sigma 22, qui est égal ici à 0. Et M33, c'est le mineur relatif à sigma 3, qui est égal à moins 21. Je vous rappelle comment maintenant on va calculer ces mineurs. Et on va commencer par le premier mineur, M11. Relatif à sigma 11. Donc on doit trouver à partir de cette matrice 3,3 une matrice réduite en supprimant la première ligne et la première colonne. Première ligne et première colonne. On retrouve une matrice réduite. Et on calcule le déterminant de cette matrice réduite. Cette matrice réduite, on va calculer son déterminant. C'est le premier mineur. Voilà, j'aurai 0, 84 et 84. On refait cette opération deux fois pour sigma 2,2 et pour sigma 3,3. Tout d'abord, je vais gommer ce qu'on a fait maintenant pour M11 et on va passer à M22. M22. On supprime la deuxième ligne et la deuxième colonne. On retrouve une matrice réduite. C'est une matrice 2,2. Et cette matrice-là, on va calculer son déterminant. Son déterminant, c'est le mineur M22. Le mineur M33. On reprend notre matrice. On supprime la troisième ligne et la troisième colonne. On retrouve une matrice réduite de 2, c'est-à-dire deux lignes de colonnes, pour laquelle on détermine le déterminant de cette matrice réduite. Vous voyez, 21, 0, moins 63, moins 63. Et c'est le troisième mineur. Ensuite, on fait la somme de ces trois mineurs pour retrouver le deuxième invariant. Voilà. Calculons maintenant chacun des déterminants. Ce déterminant et ce déterminant qui donne les mineurs. Donc le premier, on trouve moins 84 au carré.
Pour le deuxième, donc c'est 21 par moins 21 moins 42 au carré. Le troisième invariant, troisième mineur, ce sera 21 fois 0, 0, moins 63 au carré. Donc, on a le premier mineur, M11, le deuxième mineur, M22, et le troisième mineur, M3, 3. Et on va les sommer. On retrouve que I2 est égal à moins 13 230 mégapascal au carré. Pourquoi au carré? Parce qu'on multiplie une contrainte par une autre contrainte, c'est mégapascal au carré. Le troisième invariant, c'est le déterminant. C'est le déterminant de la matrice sigma. Donc c'est un calcul classique, connu. Et j'ai aussi fait une vidéo qui vous permet d'apprendre à calculer ces trois invariants. Donc remarquez pour le troisième invariant, l'unité c'est mégapascal à la puissance 3. Parce qu'on multiplie une contrainte par une contrainte par une contrainte. Donc c'est comme une contrainte, c'est exprimé en mégapascal. Donc ce sera mégapascal à la puissance 3. Deuxième question. Calculez le vecteur contrainte T au point P relatif à la normale N1. Quand je dis relatif à la normale N1, c'est-à-dire agissant sur un plan dont la normale est N1. Chaque plan est défini par sa normale. La normale est le vecteur normal au plan et sortant du plan, sortant de ce plan-là, et ce vecteur est unitaire. Donc au point P, agissons sur le plan, passons par le point P, et dans le vecteur normal N1 est tel qu'on a donné dans l'énoncé. Et à partir de ce vecteur contrainte, on doit déterminer ces deux composantes, normale et tangentielle. Le vecteur contrainte, au point P relativement une normale donnée, il est donné par le produit matriciel du tenseur contrainte au même point, remarquez, c'est le point P, par le vecteur normal N1. C'est un produit matriciel. Donc ce produit matriciel d'une matrice 3 lignes, 3 colonnes par un vecteur, ça va donner un vecteur. Donc on fait le produit matriciel qui est développé ici et on retrouve le vecteur contrainte et vous voyez ses coordonnées 15, 54 et 30. Il est exprimé en mégapascal. Alors, pour calculer la composante normale de ce vecteur, on projette, d'abord, on a représenté ici le plan, et vous avez le point que vous considérez le point P, donc, ça c'est le point P, ça c'est le plan, de normale N1. Donc j'ai désigné par N1. C'est ce plan.
Donc au point P, on représente le vecteur contrainte. Ça, c'est le vecteur contrainte. Agissant sur au point P, agissant sur un plan de normale M1. Ce vecteur. Si on veut calculer sa projection sur la normale, on fait le produit scalaire de T par N1. Donc ça donne N1 transposé T N1 ou T par N transposé. C'est pour que le produit est transposé, pour que le produit soit licite. Et vous remarquez que Cn1, c'est sigma par n. C'est-à-dire, si on avait déjà fait le calcul au préalable, il suffit de faire ce produit. C'est un produit scalaire. Ici, vous avez des produits contractés. N1 par sigma et sigma par N1 transposé. N1 transposé, c'est pour montrer que c'est une ligne, d'accord? Donc, si vous avez N, un vecteur N, qui a pour composante N1, N2, N3, N transposé, c'est pour l'exprimer dans une ligne. C'est N1, N2, N3, les coordonnées. D'accord, c'est juste pour que le produit soit licite. Le produit matriciel soit licite. Alors, on fait ce produit scalaire et on obtient la composante normale. Remarquez que la composante normale est un scalaire puisqu'il s'agit d'un produit scalaire de deux vecteurs. La composante normale est positive quand elle est dans le même sens que le vecteur normal. On dit que c'est une traction. Et elle est négative dans le cas où elle est opposée au vecteur normal. Et dans ce cas-là, on a une compression. Donc on a calculé la composante normale. Donc si je connais de ce triangle, on reprend d'abord à partir d'un triangle, de ce triangle. Si je connais l'hypoténuse et je connais un côté, je peux déterminer l'autre côté par la relation. Donc le module plutôt la norme de la composante tangentielle, c'est la racine carrée, celle-ci, c'est la racine carrée du vecteur contrainte, c'est-à-dire ici c'est l'hypoténuse, moins au carré, moins le côté au carré. Le côté au carré, c'est la composante normale. C'est ce côté-là. Donc on connaît le vecteur contrainte, on connaît la composante normale, il suffit de faire la racine carrée. Donc vous avez ce calcul, on développe d'abord un calcul, le vecteur contrainte, on connaît ses composantes. Sa norme, ça sera la racine carrée de la somme des composantes ou des coordonnées au carré. Et c'est la racine carrée de 4041 mégapascal. Sigma n, on connaît, c'est 53,14 mégapascal. Donc, tau, ça sera la racine carrée de 4041 moins 53,14 au carré. On retrouve 34,88 mégapascal. Troisième question. Calcul du vecteur contrainte tangentiel. On doit calculer maintenant, on connaît le vecteur contrainte, on doit calculer le vecteur
contrainte tangentielle. C'est pas uniquement la norme, c'est le vecteur. C'est-à-dire on va projeter le vecteur contrainte dans le plan. On obtient un vecteur. Et c'est ce vecteur-là qu'on va chercher. Ce calcul se fait via une matrice antisymétrique qui est obtenue à partir du vecteur normal par la relation qui est affichée. Le vecteur, la projection du vecteur contrainte sur le plan, c'est-à-dire le vecteur contrainte tangentielle, est égal à moins étoile N1, une matrice au carré. Cette matrice est obtenue à partir de N1. On verra comment on va la déterminer. Par le vecteur contrainte. Voyons, je mets deux traits au-dessus de N1 pour montrer que c'est les composantes, chacune des composantes est définie par deux indices libres, par exemple les indices I et J. Donc c'est un pseudo-tenseur d'ordre 2, donc il est défini par une matrice 3 lignes, 3 colonnes. Voyons comment on détermine cette matrice. Supposons qu'on a un vecteur N en coordonnées cartésiennes qui a pour composante, qui a pour coordonnées Nx, Ny, Nz. La matrice N est par définition antisymétrique. Du coup, ses composantes ou les coefficients de la diagonale sont égaux à 0. Et les composantes hors diagonale sont opposées 2 à 2 par symétrie. C'est ce qu'on va voir maintenant. D'abord, la première coordonnée de N1. Comment on va la positionner dans la matrice? C'est la composante qui occupe la troisième ligne, deuxième colonne. N, X. Donc, comme c'est une matrice antisymétrique, j'aurai par symétrie moins N, X. La deuxième composante du vecteur normal, NY, occupe la position première ligne, troisième colonne, N, Y. Donc par symétrie, j'aurai moins N, Y. Ensuite, la troisième coordonnée du vecteur N, elle occupe la position sur la deuxième ligne, première colonne, N, Z. Donc on a ici moins N, Z. Donc vous voyez que les trois coordonnées du vecteur N définissent cette matrice antisymétrique. C'est une matrice qui nous sert à faire des projections d'un vecteur sur un plan. Donc voilà, étoile N, vous avez les éléments de la diagonale et vous retrouvez les valeurs qu'on a déterminées. Remarquez que N1 étoile au carré, c'est-à-dire N1 étoile que multiplie la matrice N1 étoile. Ce n'est pas les composantes qui sont au carré. On continue maintenant le calcul matriciel.
Donc on a retrouvé la matrice antisymétrique, un 1 étoile. Étoile, moins étoile, n1 au carré. C'est-à-dire on a le moins. Et comme j'ai 1/7 par 1/7, c'est 1/49. Donc vous avez là la matrice. Et par le vecteur. On fait ce produit matriciel, on retrouve le vecteur de la contrainte tangentielle agissant au point P et agissant sur un plan de normale N1. Et vous avez les coordonnées de ce vecteur. On va maintenant vérifier la norme du vecteur tau. Donc pour cela, c'est simple. La norme d'un vecteur, c'est la racine carrée de la somme des coordonnées au carré. Donc ici j'ai 1/49, j'ai 9 au carré, moins 1330 au carré, plus 762 au carré. On retrouve 34,88 mégapascal. C'est le résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. C'est la norme. Quatrième question. On passe à la détermination du vecteur contrainte en un point P relativement à une normale n, agissant sur un plan, passant par le point P et parallèle au plan formé par les trois points A, B et C. Donc on a un plan qui est assuré ici. Donc si je prends un plan qui est parallèle à ce plan et qui passe par le point P, il aura le même vecteur normal n. Tous les plans parallèles ont un vecteur normal égal. Ce calcul peut se faire de deux manières. La première méthode, appelée méthode de l'équation du plan. Elle consiste à déterminer l'équation du plan, laquelle est définie par une fonction scalaire phi, qui est égale à x1 plus b x2 plus c x3 plus d égale à 0, où x1, x2, x3 sont les coordonnées d'un point qui appartient au plan, a, b, c et d sont des coefficients à déterminer. Donc, connaissant cette équation du plan, le vecteur normal au plan n est donné par le gradient de cette fonction scalaire. Donc le gradient d'une fonction scalaire, c'est un vecteur. Donc c'est un vecteur divisé par la norme de ce vecteur pour le rendre unitaire. Une fois connu n, le vecteur contrainte, comme on l'a vu dans l'exercice précédent, ce sera le produit matriciel de sigma par n. Donc il nous faut maintenant déterminer cette équation scalaire qui définit le plan. Vous remarquez que le coefficient d, c'est-à-dire si je prends des plans pour lesquels les A sont égaux, les B sont égaux et C sont égaux, par contre je ne varie que D, on aura des plans parallèles. Donc D, pour des plans parallèles, on aura les A, les B et les C
respectifs sont égaux, sauf que le d. Et vous voyez que le d, la valeur, le coefficient d, n'intervient pas dans le gradient, parce que quand on dérive, quel que soit d, d n'influe pas sur la valeur du vecteur gradient. Le problème, parce qu'on a ici, on aura trois équations, 3 points, 3 équations, mais on a 4 coefficients à déterminer. Donc il suffit de prendre une valeur de d et calculer les autres, c'est-à-dire a, b, c, en fonction de d. C'est ce qu'on va voir. Donc, nous avons notre équation phi. Il suffit de remplacer pour chaque point les coordonnées des points et avoir la relation entre ces coefficients. Premièrement, pour le point A, de coordonnées 1, 0, 0. C'est-à-dire x1 est égal à 1, x2 est égal à 0 et x3 est égal à 0. Phi de A, ça sera A plus 0 plus 0 plus D égale à 0. Je retrouve une relation entre A et D. On passe au deuxième point. B, de coordonnées 0, 1, 0. B, 0, 1, 0. Et on retrouve une relation entre B et D. Le troisième point, le point C, de coordonnées 0, 0, D. 2, 0, 0, 2. On aura une relation entre C et D. Donc, on a maintenant, comme je l'ai signalé tout à l'heure, on aura 3 équations et 4 coefficients à déterminer. Donc on doit se fixer une valeur de D, de telle sorte à avoir le minimum de calcul à faire, et de telle sorte aussi que le vecteur n soit sortant, c'est-à-dire sortant du plan. C'est-à-dire il doit être dirigé pas vers le plan, mais il sort du plan. Voilà. Donc pour la simplicité de calcul, on peut choisir une valeur de D qui nous prend moins de calcul. Donc je prends moins 2, et on calcule puisque les A, les B et les C sont exprimés de D, en fonction de D, on calcule les autres coefficients A, B et C. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc si A sera égal à moins D égale à 2, B égale à moins D égale à 2, et C est égal à moins D sur 2. C'est pour ça que j'ai pris 2, pour ne pas avoir une fraction. Si j'ai pris par exemple 1, j'aurais C est égal à 1, j'aurais A est égal à 1, B égal à 1, mais C égal à 1 demi. C'est pour éviter d'avoir des fractions, j'ai pris la valeur de moins 2. Pourquoi moins? C'est dans le second, de telle sorte que vous voyez que le plan, quand x1, x2 et x3, vous voyez qu'il est dans le premier cadran, donc les projections du vecteur n sur x1, x2 et x3 sont positives. Donc, quand on écrit cette équation, ax1 plus bx2 plus xa plus d égale à 0. Quand d passe dans le second membre de cette équation, il faut l'avoir positif. Donc si je prends moins 2, de telle sorte à l'avoir positif ici. Pour avoir des A, B et C positifs, parce que ici, vous avez des normales positives. La normale n ici est positive sur qui représente ces projections par rapport aux axes. C'est-à-dire si je projection par rapport à eux, c'est les cosinus directeurs de n avec les vecteurs unitaires de la base. Voilà. Donc vous voyez qu'on retrouve la fonction phi.
Donc si j'ai pris une autre valeur de D, ça sera toujours un autre plan qui sera parallèle au plan donné par cette équation-là et qui aura un vecteur normal collinéaire avec le vecteur donné par cette équation. Donc ça ne joue pas sur le vecteur normal. Voyons, on va calculer maintenant le gradient de phi. Gradient de phi, il suffit de dériver, donc là, chaque dérivée partielle représente une coordonnée. La première coordonnée, c'est la dérivée par rapport à x1, c'est 2. Deuxième coordonnée du vecteur gradient de phi, c'est la dérivée par rapport à x2 est égal à 2. Et la troisième coordonnée, c'est la dérivée partielle par rapport à x3 qui est égal à 1. Donc on retrouve le gradient de phi. Vous voyez que le d n'intervient pas dans le gradient. Alors le gradient de phi, la norme du gradient de phi, ça sera la racine carrée des coordonnées de la somme des coordonnées au carré, c'est-à-dire 2 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Donc c'est racine de 9, c'est 3. Donc le vecteur normal n est égal à 1 tiers et qui aura pour coordonnées 2, 2, 1. 1 tiers bien sûr en facteur. Donc on retrouve le vecteur normal. Du coup maintenant, on calcule le vecteur contrainte sigma n et on fait le produit matriciel que j'ai détaillé tout à l'heure. Et vous voyez affiché ici les coordonnées du vecteur contrainte au point P relativement à un plan dont la normale est n. On peut le faire aussi avec la deuxième méthode qu'on appelle la méthode du produit vectoriel. Elle consiste en quoi cette méthode vectorielle? Elle consiste à considérer deux vecteurs qui appartiennent au plan, de faire le produit de ces deux vecteurs. Donc le produit de ces vecteurs va nous donner systématiquement un vecteur normal au plan. Et on déduit le vecteur normal unitaire en divisant ce vecteur n par sa norme. On doit faire attention à la chose suivante, c'est que pour que le vecteur soit sortant, il faut choisir deux vecteurs de telle sorte à avoir la normale sortante. Je vais détailler un peu ce problème. Donc on doit trouver un vecteur normal au plan en choisissant deux vecteurs. Le vecteur BC et le vecteur BA. Il faut que les deux vecteurs aient la même origine. Donc si j'ai pris BC, je prends un autre vecteur qui aura pour origine B, BA. De telle sorte, quand je fais tourner le premier vecteur vers le second, on aura un vecteur sortant. C'est-à-dire si on applique la règle du tire-bouchon, ça sera dans le sens de dévisser. Sortant, dévisser. Si on visse, c'est entrant. Donc BC, vous voyez que si je tourne BC vers BA, on est en train de dévisser. Donc le vecteur sera sortant du plan. Voilà. Donc on doit faire attention au choix des vecteurs. Donc quand je retrouve n, il suffit de le vecteur normal unitaire, c'est le vecteur grand N sur la norme du vecteur grand N. Ensuite, le produit matriciel classique sigma n nous donne le vecteur contrainte. Donc on doit calculer le vecteur BC qui est égal à OC moins OB.
ses coordonnées. Le vecteur BA, c'est OA moins OB, on calcule ses coordonnées. Ensuite, on fait le produit BC par BA et on retrouve le vecteur N qui a pour coordonnées 2, 2, 1. Donc le vecteur normal unitaire petit n, ça sera le vecteur grand N sur la norme de n. Or, la norme de n, elle est donnée par la racine carrée de 2 au carré, plus 2 au carré, plus 1 au carré. Donc c'est racine carrée de 4 plus 4 plus 1. C'est racine de 9. Donc racine de 9 est égale à 3. Donc on retrouve le vecteur normal unitaire. Ensuite, on détermine le vecteur contrainte. Ça sera sigma n. Donc le produit classique, un produit classique d'un matriciel classique. Et on retrouve le vecteur contrainte. Remarquez qu'on a obtenu déjà ce résultat par la première méthode. On passe à l'exercice 2. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc je vous préconise de prendre connaissance avec l'énoncé de l'exercice, faire une pause de cette vidéo pour résoudre cet exercice, ensuite de revenir ou de reprendre la vidéo pour voir la résolution de cet exercice. Les composantes du tenseur contrainte sigma en point M relativement à une base cartésienne R de vecteurs unitaires E1, E2, E3 sont donnés par la matrice sigma n. Donc, voici les coefficients de cette matrice. Cette matrice, les coefficients sont exprimés en mégapascal. Sur une seconde base cartésienne orthonormée appelée R', de vecteurs unitaires E'1, E'2, E'3, dont l'origine est située au point 1, donc c'est le point 1, et est définie par une simple rotation directe. Quand on dit rotation directe, c'est-à-dire dans le sens trigonométrique, d'un angle égal à 30 degrés de la base R autour de l'axe E3, c'est-à-dire la troisième coordonnée de la base. Première question. Exprimer E'1, E'2, E'3 en fonction de E1, E2, E3. On déduire la matrice de passage P de R vers R', c'est-à-dire de la base R qu'on appelle ancienne base à la nouvelle base R'. Deuxième question. Déterminer les composantes du tenseur contrainte sigma prime dans la nouvelle base R'. Troisième question. Valider le résultat obtenu précédemment par une vérification via le calcul des trois invariants de sigma et sigma prime. C'est-à-dire si sigma et sigma prime présentent les mêmes invariants, les trois invariants I1, I2 et I3, ils représentent le même état de contrainte. C'est ce qu'on va voir. Donc, la première des choses à détailler ici, on doit d'abord exprimer les vecteurs E'1, E'2, E'3, c'est-à-dire les vecteurs de la nouvelle base, en fonction des vecteurs E1, E2, E3 de l'ancienne base. Et à partir de là, on va déduire la matrice de passage de R à R'. Pour ce faire, on doit faire le dessin des deux bases. En commençant par la base, l'ancienne base E1, E3. À partir de cette base, on va obtenir la nouvelle base par
une simple rotation autour de E'3. On fait tourner dans le sens trigonométrique autour de E3 d'un angle égal à 30 degrés. Si on fait tourner par rapport à un axe, ici en l'occurrence E3, on va déduire que E3 est égal à E'3 systématiquement, puisqu'on fait une rotation autour d'un axe. Il nous suffit maintenant de faire le dessin dans un plan. C'est le plan E1, E2. Retrouver E'1 et E'2, et de faire la projection de ces deux vecteurs dans le plan E1, E2. C'est ce qui est montré par ce dessin. Donc j'ai pris E1, E2, c'est comme si j'ai pris une vue de dessus ici. Donc E3 et E'3 sont confondus et représentés par ce point. Et on fait une rotation par rapport à ce point, de cette base. On retrouve E'1 et E'2. Il nous suffit maintenant de faire les projections E'1 et E'2. C'est ce qu'on va voir. Alors, comme je le disais, E'3 est égal à E3. On va maintenant projeter E'1 sur E1. C'est cosinus 30 E1. Je la projette sur E2. C'est sinus 30 E2. Sa projection sur E3 est égale à 0. Voilà. E1. Je fais la même chose pour E'2. Je la projette sur E1. Donc elle est négative. Vous voyez qu'elle est négative. Donc c'est moins sinus 30 sur E1. Et je la projette sur E2. C'est cosinus 30 E2. Alors on a répondu la première partie de cette question. C'est-à-dire on a déterminé E'1, E'2, E'3 en fonction de E1, E2 et E3. On passe maintenant à la déduction de la matrice de passage. Donc je note la matrice de passage, la matrice passage de la base, l'ancienne base R à la nouvelle base R'. Alors pour ce faire, on va maintenant exprimer les vecteurs de la base, la nouvelle base R' en fonction des vecteurs de l'ancienne base R. Pour déduire quoi? Pour déduire la matrice de passage de R à R'. Donc on doit déterminer cette matrice P de R à R'. Il nous suffit maintenant de calculer, de reprendre ce qu'on a déterminé la projection
des vecteurs de la base. On reprend ce vecteur et on l'exprime en colonne ici. Cosinus 30, E1, c'est racine de 3 sur 2. Sinus 30, E2, c'est 1 demi E2. Donc dans la première ligne, c'est E1. Dans la deuxième ligne, c'est les composants de E2. Et dans la troisième ligne, c'est la composante de E3. Sa projection sur E3, elle est égale à 0. Je reprends maintenant E2. Moins sinus 30 E1, c'est moins Z demi. Cosinus 30, c'est racine de 3 sur 2. Et sa projection sur E3, c'est 0. E'3 est égal à E3. Sur E1, 0, sur E2, 0, et sur 3, c'est 1. Voilà. Les matrices, les vecteurs, je les exprime en colonne. Remarquez. Donc on exprime E'1, E'2, E'3 en fonction de E1, E2, E3. C'est la façon de représenter la matrice de passage. On doit faire attention. Toujours la nouvelle base. Nouvelle base. R, ancienne base. Donc cette matrice, elle est exprimée dans l'ancienne base. Voilà, on va gommer tout pour représenter maintenant, écrire, afficher la matrice. On va l'afficher maintenant. Comme on a le facteur 1/2, on peut factoriser. Et pour tout exprimer en 1/2. Donc c'est ça, racine de 3 sur 2, 1/2. Remarquez ici, vous avez 1, ici, donc ce sera 2 sur 2 égale à 1. Donc quand on a des simplifications, quand on a l'occasion de factoriser, il vaut mieux le faire pour gagner le temps de calcul. Voici là. Donc les vecteurs, ok, hein, je reprends avec le stylet. Le premier vecteur, le deuxième vecteur et le troisième vecteur. On a mis le 1/2 en facteur. Deuxième question. Détermination des composants du tenseur sigma' dans la nouvelle base R'. On doit calculer dans la nouvelle base le tenseur de contrainte exprimé par la matrice sigma'. En fonction de son expression dans l'ancienne base R. Donc, on a ici une égalité. Dans le premier membre, nous avons l'inconnu dans la nouvelle base. Et dans le second membre, tous les termes doivent être exprimés dans l'ancienne base.
cette matrice sigma prime m, elle est obtenue par le produit matriciel suivant, et dans l'ordre. La matrice de passage de R transposée par sigma m par la matrice de passage PR R'. Le produit matriciel, il commence d'abord par la transposer. On doit faire attention. Donc c'est ce calcul matriciel qu'on va développer. Remarquez, j'ai un demi, donc je peux un quart. Le produit, la transposer. Ici, on a la transposer. Et ici, transposer. Et là, vous avez la matrice de passage. Et entre les deux, là, la matrice sigma m. On développe maintenant le calcul matriciel et nous retrouvons la matrice sigma prime m, c'est-à-dire le tenseur de contrainte au point m, exprimé dans la base, dans la nouvelle base de vecteurs unitaires E'1, E'2 et E'3. On doit maintenant vérifier si vraiment cette matrice sigma prime, elle représente le même état de contrainte que sigma m. Pour ce faire, on doit calculer les invariants, les trois invariants pour chacune des deux matrices. C'est la question qui est posée. Troisième question. Validation du résultat obtenu précédemment par une vérification via le calcul des trois invariants. Donc j'ai la première matrice, la seconde matrice, c'est-à-dire la première matrice, la matrice dans l'ancienne base, la matrice dans la nouvelle base. Si ces deux matrices représentent le même état de contrainte, elles doivent avoir les mêmes invariants. Je vais calculer les invariants I1, I2, I3 de cette matrice, sigma m, sur cette colonne. Et sur cette colonne, je vais présenter les invariants de la matrice sigma prime m. Commençons d'abord par le premier invariant de la matrice sigma m. C'est la trace. 1 plus 1 moins 2 égale à 0. On calcule sigma prime m, on calcule sa trace. Je l'appelle I'1 pour différencier. Les sigma prime correspondent les I1 prime, I2 prime, I3 prime. Et pour sigma, les invariants c'est I1, I2, I3. Donc je la trace de cette matrice. 3 racine 3 sur 2 plus 1, moins 3 racine 3 sur 2 plus 1, moins 2. Ça donne 0. Donc la première vérification a été faite et les deux invariants I1 correspondent. On passe au deuxième invariant, qui est la somme de 3 mineurs, comme expliqué tout à l'heure. Je le fais pour cette matrice. On retrouve moins 16 mégapascal à la mégapascal au carré. Et on calcule le deuxième invariant, I2' pour la matrice sigma prime. La somme des 3 mineurs. On retrouve moins 16 mégapascal au carré. C'est-à-dire
la deuxième vérification aussi a été faite. Les deux matrices représentent le même deuxième invariant et le même premier invariant. On va passer au calcul du troisième invariant, qui est le déterminant de sigma. Le déterminant de sigma, il est égal à 12 mégapascal à la puissance 3 pour sigma m. Et on fait le même calcul pour sigma prime m, c'est-à-dire on calcule le troisième invariant qui est le déterminant. Et on retrouve aussi 12 mégapascal à la puissance 3. Donc, troisième invariant aussi, il a été vérifié. Donc, toute la vérification valide. Elle nous dit que ces deux matrices représentent le même état de contrainte au même point 1. Et vous voyez que vous n'avez pas les mêmes coefficients. Ce qu'il faut vérifier, c'est les invariants. Donc, on peut conclure que le calcul via les invariants montre l'égalité des trois invariants pour les deux matrices sigma et sigma prime. Par conséquent, ceci confirme que les deux matrices décrivent le même état de contrainte au point M. Sur ce se termine cette vidéo. Au plaisir de vous revoir très bientôt pour d'autres vidéos consacrées à la mécanique des milieux continus. Au revoir.